Ben oui, elle est morte le 9 mars, plus précisément. Ici, au Québec, on l'a appris, évidemment, par les réseaux féministes. Là, à un moment donné, j'ai reçu un message, mais plusieurs autres aussi. Alors, évidemment, tout de suite, ça a été, il faut lui rendre hommage, il faut que quelqu'un lui rende hommage. Et comme à l'Université féministe d'été, on l'aurait fait de toute manière, mais on avait une séance le jeudi matin sur les femmes qui font la différence. On avait quelques témoignages d'auteurs, de scientifiques qui parlaient de femmes qui font fait la différence. Alors, on m'a demandé, je fais partie du comité de programme, mais le comité de programme m'a demandé, est-ce que tu voudrais faire quelque chose sur Nicole Mathieu? Évidemment, j'ai accepté. Parce que j'avais connu Nicole, moi, en 1977, donc ça fait longtemps. Et j'étais revenue de Paris avec le premier numéro de la revue Questions féministes sous le bras, qui venait juste de sortir. Et l'Université Laval s'est abonnée à cette revue-là immédiatement. Mais Nicole Mathieu avait écrit déjà au début de 1970-1971, elle avait écrit un texte qui s'appelle « Note pour une définition sociologique des catégories de sexe ». Et c'est un texte qui est toujours d'actualité, que moi j'ai fait lire année après année après année et qu'on continue de faire lire, même s'il a été publié dans Épistémologie sociologique en 1971. Et j'ai utilisé aussi ces textes au cours des années, parce que je suis prof d'anthropologie et c'est une anthropologue féministe. Et c'est une anthropologue qui a beaucoup, beaucoup marqué. Elle a été traduite dans 7 langues, donc quand même, ses travaux ont été diffusés. Et c'était donc pour moi naturel de le faire. J'aurais pas cru, par contre, que ça prendrait autant de temps, mais je l'ai fait. Le PowerPoint que j'ai fait est d'ailleurs sur Internet présentement sur le site de l'Université féministe d'été. Et j'ai essayé de faire ressortir son cheminement personnel, mais aussi sa contribution scientifique en tant qu'anthropologue. Et j'ai ensuite essayé aussi si j'avais su, j'aurais pu l'avoir devant moi pour vous en parler plus longuement, là, mais pour aussi montrer en quoi elle se distinguait en tant que femme militante, féministe, comme scientifique aussi, parce qu'on ne se sépare pas, là, on n'enlève pas son manteau de féminisme pour faire de la science, puis vice-versa. Donc, elle était vraiment tout le temps féministe et tout le temps anthropologue aussi. Alors, j'ai essayé de faire retenir par les gens de la salle en quoi elle avait apporté. Elle a beaucoup apporté parce que je pense qu'elle est la première à avoir dit que le sexe est social, que les catégories de sexe, ce sont des catégories sociales. C'est évident qu'il y a l'espèce humaine étant une espèce à reproduction sexuée, il reste qu'il y a des hommes, ce qu'on appelle des hommes et des femmes. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de raison qu'on fasse autant de distinctions entre les hommes et les femmes. On peut faire le même travail, on peut parler, on peut penser, on peut étudier. Donc, il y a ce qu'elle appelle une surdétermination des divisions de sexe, et ce sont ces surdéterminations-là qui ensuite sont utilisées pour justifier les inégalités sous le prétexte biologique. Alors, elle a utilisé le terme de sexe social. Elle a toujours utilisé ça. Et avec les années, les gens se sont mis à prendre le terme anglais de gender et à parler de genre, alors qu'en français, on parlait de rapports sociaux, puisque le sexe et social, c'est des rapports sociaux de sexe. Et ça continue d'être utilisé. Moi, je l'utilise. Mes collègues des autres universités au Québec de ma génération continuent d'utiliser rapports sociaux de sexe. Nicole a utilisé rapports sociaux de sexe, mais d'autres ont utilisé genre, et c'est devenu aujourd'hui, le terme passe partout, au point qu'au lieu de se distancier du biologique, c'est pris comme équivalent. Alors, si vous écoutez les émissions de télévision ou vous entendez, très souvent, on va parler de gender marker. J'entendais un reportage à CBS en fin de semaine sur la santé des femmes et la santé des hommes et les recherches qui étaient faites sur les hommes et qui étaient appliquées aux femmes alors que les marqueurs étaient différents. Et on parlait de gender. Alors, ça n'avait rien à voir avec la grammaire du genre qu'on applique aux hommes et aux femmes. Alors, il y a une sorte d'équivalence qui s'est réintroduite de façon perverse, là, et les gens qui ne savent pas trop d'où vient l'origine de ce terme-là l'utilisent parce que ça fait savant.
Et aussi, dans le milieu féministe, c'est pas le cas de Nicole, justement, dans le milieu féministe, ça a souvent été utilisé pour se distancier des féministes, dans le milieu universitaire, je veux dire. Donc, à ce moment-là, on parlait de genre, ça faisait bien, ça va, mais en réalité, ça nous permettait de ne pas dire « je suis féministe ». Mais Nicole Mathieu n'a jamais utilisé ce genre de travail-là. Elle a beaucoup écrit sur les questions d'androcentrisme. Elle a fait beaucoup d'épistémologie, en fait. Ça a été vraiment sa grande contribution à partir, justement, des travaux anthropologiques qu'elle a analysés. Elle, c'est une spécialiste de l'Afrique à l'origine, je pense bien, mais elle a ensuite travaillé vraiment sur des questions épistémologiques, alors le masculin, le féminin, et toujours avec la perspective que tout ça, c'est social. Et c'est traité socialement, et les inégalités, ça n'a rien de biologique. Les inégalités, c'est social. Et c'est ce qu'elle a passé comme message. Ce que moi, j'ai essayé aussi de faire ressortir, c'est l'audace qu'elle a eue. Lorsque, par exemple, elle s'est attaquée, si on peut dire, à quelqu'un comme Maurice Godelier, qui a déjà dit que, dans le fond, de l'inégalité, dans la domination, ce qui est le plus déterminant, c'est le consentement des dominés. Alors là, évidemment, Nicole Mathieu s'est intéressée à cette question. Elle n'est pas la seule, d'ailleurs. Mais il reste que c'est une aberration. Est-ce qu'on pourrait dire que les esclaves étaient d'accord, c'est leur consentement à la domination? Alors, elle a développé beaucoup d'argumentation là-dessus en utilisant les textes de Godelier, mais aussi d'autres textes. Elle a beaucoup fait avancer. Il y a un texte qui s'appelle « Quand céder n'est pas consentir ». Donc, la distinction entre deux termes qui ne sont pas équivalents. Et elle a montré justement que la domination, entre dominé et dominant, on n'a pas la même conscience parce qu'on n'est pas dans la même position. Donc, l'esclave et le maître n'ont pas la même conscience. Ils peuvent vivre la même chose, mais ils ne vivent pas de la même manière. Toutes des questions de ce genre-là auxquelles on ne pense pas nécessairement dans le quotidien, là. Alors, ça a été beaucoup son apport à Nicole. Elle s'est intéressée aussi aux sociétés matrilinéaires, son dernier livre que je vous montrerai, là, on en avait parlé. Là-dessus, elle a essayé de montrer qu'il y a une très grande variété dans les sociétés matrilinéaires et que ce ne sont pas toutes des sociétés matriarcales. Il n'y a pas de société matriarcale, on le sait en anthropologie. Il n'y a rien qui nous permet d'affirmer une chose pareille. Alors, elle a travaillé là-dessus aussi. Mais je pense que ce qu'on doit retenir d'elle, c'est vraiment son travail sur les catégories de sexe et sur le sexe qui a une dimension biologique, mais qui est en fait surdéterminé socialement et historiquement, culturellement. Et elle le montre très bien. Et elle a aussi, moi je pense, une grande qualité, c'est qu'elle a été très cohérente. C'est ce que j'ai dit dans mon PowerPoint, que vous pouvez lire, qui est beaucoup mieux que ce que je dis présentement, là. Mais elle a été très cohérente dans sa démarche continuellement. Dans ce qu'elle a affirmé, mais aussi dans sa position sur le plan éthique. Pour elle, il y avait tous les êtres humains partagent une commune, moi j'appelle ça une commune humanité. Toutes les femmes partagent une commune humanité. Donc ça lui permettait d'être solidaire avec d'autres femmes, d'autres sociétés, d'autres cultures, du fait qu'on se trouvait structurellement, pas évidemment de façon similaire, mais structurellement dans une position d'infériorité ou d'être dominé. Et Nicole Mathieu a aussi très clairement écrit, là je ne l'ai pas devant moi pour le citer, mais ça vaut la peine de jeter un coup d'œil sur le PowerPoint. Peut-être que vous pourriez d'ailleurs le prendre, la phrase est bien là. Elle disait que pour elle, elle ne pouvait pas, elle disait aux anthropologues, qu'elle ne pouvait pas être d'accord ou supporter une position, la position d'une société où on encouragerait ou on supporterait les inégalités entre les hommes et les femmes. Pour elle, c'est une question d'éthique. Donc, il n'y a pas de relativisme. C'est dans un texte, d'ailleurs, sur le relativisme culturel, où elle fait intervenir que il faut prendre position. Autrement dit, il faut prendre position. Confortable ou pas, il faut prendre position. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est une grande avancée, parce qu'en anthropologie, quand moi j'ai suivi mes cours, on ne portait pas de jugement. Il ne fallait pas porter de jugement. Et on était connus comme ça aussi, beaucoup, dans les pays où on allait faire du terrain, comme étant des gens qui n'allons pas prendre position. Ça nous a été beaucoup reproché sur le plan du colonialisme, mais on aurait pu nous le reprocher aussi comme indifférence par rapport aux femmes. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, il y avait un texte d'un ethnologue dans Le Devoir
qui justement parlait de l'excision, le fameux débat qu'il y a au Québec, et qui avait exactement une position de relativisme culturel qui disait, ces gens, c'est très douloureux, mais ces gens-là sont habitués à la douleur. Alors, vous voyez que c'est le genre de raisonnement. Lui, il le faisait en tant qu'ethnologue. Alors, Nicole Mathieu, ça ne passait pas, ça. Alors, il faut à un moment donné, en tant que personne humaine, simplement, en tant que personne humaine qui est anthropologue, et qui connaît mieux certaines choses que d'autres, qui connaît mieux les cultures, et elle prenait position comme ça. Alors, elle ne s'est pas fait d'amis, probablement, mais elle a eu le respect, je pense, de beaucoup, beaucoup de femmes et beaucoup de féministes dans le monde. Et moi, j'ai eu le plaisir de présenter de lui rendre cet hommage-là. Je n'ai pas donné de sous-titres. On me demandait, donne-moi un sous-titre. Je n'ai pas de sous-titres. C'était un hommage, tout simplement. Je n'ai pas essayé de donner de cours sur tout ce qu'elle a fait. J'ai quand même énuméré un certain nombre d'éléments qu'elle a mis de l'avant. Mais j'ai surtout essayé de laisser comme message aux étudiantes. Il y avait quand même peut-être 150 personnes dans la salle, dont 7 ou 8 étudiantes d'anthropologie à qui j'avais demandé de lever la main. Et pour leur dire justement qu'on peut être scientifique, on peut être anthropologue et prendre position. Et puis, c'est sûr que c'est pas confortable, peut-être, parce que c'est toujours préférable de garder ses distances, de prétendre être neutre, donc de ne pas se mouiller. Mais elle s'est mouillée. Et puis, ça nous a été vraiment très utile à nous tous et toutes. Je pense que c'est ce qu'elle nous laisse en héritage. Et si j'avais à laisser moi-même aux étudiants et étudiantes, ça serait quelque chose du genre, de ne pas avoir peur de prendre position. On n'est pas moins scientifique. Quand on reconnaît où on est situé, puis qu'on reconnaît les positions qu'on prend, la rigueur, ça n'a rien à voir avec le fait d'être marxiste, féministe. Quoi. On peut être à la fois rigoureux et être bien situé, puis prendre position. Et c'est ce que je souhaite d'ailleurs à nos étudiants et étudiantes. Parce qu'on les voit, nous, là, j'en ai moins de contact maintenant, mais on voit l'enthousiasme, on voit l'intérêt pour le changement, on voit le désir de faire les choses bien, de faire avancer. Mais pour ça, il faut prendre des positions. Alors, faut pas quand on est étudiant ou étudiante, avoir des convictions. Puis, soudainement, quand on devient professionnel, de dire « Ah non, maintenant, je suis une anthropologue, un anthropologue respecté, je ne prends plus position. » Mais en évitant de le faire, on ne rend pas service aux gens qui ne sont pas anthropologues, parce que les gens veulent entendre de la part des personnes compétentes des analyses, des vraies analyses. Tandis que si nous, on ne les fait pas, qui va les faire? Et moi, je pense qu'on a une chance. Moi, j'ai toujours dit à mes collègues, je me sens plus anthropologue quand je suis avec d'autres qui ne sont pas anthropologues que quand je suis avec mes collègues anthropologues, où je suis toujours marginale. Parce que d'abord, j'ai un doctorat en sociaux, comme vous le disiez tout à l'heure, mais mon doctorat en sociaux, c'est un pur hasard, si on veut. Ça n'avait aucune importance, la discipline. Évidemment, ça n'aurait pas été en administration, là, mais sociologie, anthropologie. Mais c'est donc un peu marginal par rapport aux collègues qui ont tous anthropologie. Alors, mais quand on est dans un groupe, le fait d'être anthropologue, ça aide énormément. Ça permet de voir des choses, d'avoir une perspective peut-être plus large, comparative. Je dirais pas relativiste, mais de relativiser quand même, de se rendre compte qu'il existe autre chose. Et ça n'empêche pas ça de prendre position et d'avoir ses propres convictions. Mais on peut voir autrement, on peut voir plus loin. Moi, j'estime que c'est une formation extraordinaire, là, vraiment, que j'ai eue, que j'espère avoir tout le temps conservée, mais pas nécessairement toujours en m'identifiant anthropologue, mais je l'étais et je le suis toujours. Et je souhaite la même chose aux gens. Là. Ça n'empêche pas de prendre des positions, mais ça donne une vision peut-être plus approfondie, plus curieuse aussi, parce qu'on sait très bien qu'il existe autre chose ailleurs. Puis tout n'est pas dit ici, donc on a peut-être plus tendance à pousser. Mais c'est le défi qu'on se donne de toute manière. Bien, moi je pense que les anthropologues sont les mieux placés pour parler de la question des femmes. C'est pas pour rien que notre département a eu le leadership là-dedans. Quand on avait des cours, là, on attirait les gens. Parce qu'on peut parler à la fois de ce qui se fait ici et de ce qui se fait ailleurs, parce qu'on a une certaine compétence là-dessus, beaucoup d'intérêt. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je pense que si on pouvait redévelopper, on pourrait avoir un nouvel intérêt pour ça. Il y a de la place
plus pour les anthropologues encore que pour bien d'autres gens, pour développer ces questions-là. Mais il y a tellement d'autres domaines qui sont imposés, il y a beaucoup de relativisme, il y a beaucoup de questions qui, en fait, ne demandent pas, qui restent au niveau du discours. Et le discours, c'est toujours très intéressant parce que on peut... Moi, j'adore. J'ai adoré, moi, mes cours d'analyse quand je faisais de la littérature. J'adorais ça. Parce que c'était simplement travailler... Ça laisse toute la liberté, dans le fond. Quand on analyse du discours, ça laisse beaucoup plus de liberté. On n'a pas les contingences matérielles. Mais quand on étudie la situation des femmes, ou des hommes, et des citoyens, des citoyennes, des agriculteurs, agricultrices, on a toujours la réalité qui est là. On ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas aller si loin. Nos conclusions sont toujours... doivent être fondées. Alors, ça laisse moins de liberté de ce point de vue-là. Mais moi, il me semble que pour l'anthropologie, si on revenait un peu à davantage, peut-être pas complètement, mais davantage à des questions comme nous, on étudiait, là, dans le temps où j'étais étudiante, on étudiait le système de plantation, les pêcheries, l'agriculture. C'était des questions très, très matérielles. Puis aujourd'hui, moi, j'ai eu des témoignages, d'ailleurs, de personnes aux Antilles qui disaient, si les Québécois n'avaient... les Canadiens, ils disaient les Canadiens, si les Canadiens n'avaient pas fait ces études-là, on n'aurait pas ces données-là. Parce qu'on s'intéressait à des questions importantes pour le pays, mais qui n'étaient pas perçus. Les gens étudiaient en philosophie, ils n'étudiaient pas en anthropologie, la sociologie. Et là, on leur apportait des données qui sont aujourd'hui très, très précieuses. Je donnais l'exemple de ma propre thèse de maîtrise, mais c'était vraiment une question économique, d'organisation du travail, de production. Il y a pas beaucoup de travaux qui ont été, j'en connais là, qui me viennent en tête, mais il n'y a pas énormément de travaux qui ont été faits par des anthropologues de cette manière-là. Et nous, on a fait ça quand on était étudiants. Alors, c'est peut-être retourner à des questions plus terre à terre et se dire qu'il y a énormément, énormément à apprendre, parce qu'on est dans une ère où on s'intéresse beaucoup au symbolique, au discours, mais se remettre les deux pieds dans un terrain, mais vraiment par les deux pieds, là, je pense qu'on avait davantage ça à l'époque où il y a quelques années, quand j'étais professeur. Là. On avait dans les professeurs des gens qui travaillaient sur des questions matérielles comme ça, d'organisation matérielle. Aujourd'hui, il y en a moins. Où il y en a, mais c'est différent, là, les questions d'environnement. Nous, on avait des terrains peut-être plus terre à terre, à tous les points de vue, là. Et je trouve qu'il faudrait peut-être trouver, pour les personnes qui ont cet intérêt-là aussi, trouver un moyen de le faire, parce que quand on s'intéresse à ces questions-là, on ne peut pas passer à côté de la question des femmes. Les femmes sont la moitié de l'humanité, la moitié du ciel, comme disait Mao, mais elles ne partagent pas la moitié des privilèges pour l'instant. Et les anthropologues, je pense, ont toute leur place. Je le dis encore, c'est pas pour rien que le cours qui s'appelait La femme, question anthropologique, a attiré pendant plusieurs années autant de gens de disciplines différentes. Il y a même eu des gens qui étaient en génie qui venaient. Parce que c'est un cours qui intéressait. Et en tant qu'anthropologue, moi, je pouvais avoir cette possibilité-là d'élargir en même temps que je pouvais leur dire, regardez ici, mais regardez aussi ailleurs. Et ça, c'est précieux, je trouve, comme formation. Et donc là, l'avenir de ce point de vue-là, les gens vont le créer, les jeunes vont le créer. Nous autres, moi, je me retire. Maintenant, je suis retirée en principe. Mais c'est les jeunes qui vont décider d'y remettre l'énergie. Que les cours sur ce que vous appelez le genre ou sur les femmes, sur les rapports sociaux de sexe, à mon avis, s'il y a une discipline où ça devrait être enseigné, c'est bien là. Quitte à le faire peut-être comme on avait fait à une époque avec sociologie. Parce que là, les départements ont tellement fondu, tellement moins de professeurs, mais il pourrait y avoir une combinaison de ressources. Et d'ailleurs, l'Université féministe d'été fait ça et permet à des gens, des étudiants et étudiantes de toutes sortes de disciplines, toutes les universités du Québec sont représentées, et de se rencontrer comme ça, peu importe la discipline à laquelle on appartient, mais chacune il va chercher des éléments qui lui sont utiles. Et de ce point de vue-là, il faut aller chercher là où ça existe, faire des collaborations peut-être. Si on n'a pas toutes les ressources, aller chercher là où il y a des ressources. Il y en a. Puis nous, on a quand même... il y avait je ne sais plus laquelle avait écrit Anthropology is a discipline with a legacy sur la question des femmes. On a vraiment eu dans le monde anglophone comme francophone, des anthropologues qui ont marqué la discipline. Les femmes qui ont marqué la discipline. Donc, on a un legacy, un héritage que d'autres disciplines avaient moins. Parce que nous, on était reconnus. Les gens comme Margaret Mead, tout le monde connaît Margaret Mead. Ruth Benedict, tout le monde connaissait Ruth Benedict. Donc, c'est des gens qui ont marqué la discipline. Eleanor Leacock,
Donc, on a eu des femmes extraordinaires, des entreprises qui étaient féministes. Et donc, qui ont marqué la discipline et qui ont marqué aussi les études féministes, qui ont marqué les connaissances sur les femmes. Et je pense qu'il serait temps que peut-être on ait une nouvelle, je ne sais pas moi, pas une Margaret Mead, parce que ce serait dépassé aujourd'hui, on a été plus loin que ça, mais qu'on ait parmi les jeunes l'idée que, bon, ben, je vais faire la différence moi aussi. Comme Nicole Mathieu a fait la différence. C'est une anthropologue extraordinaire. Et Paola Tabet aussi, qui est une autre anthropologue italienne qui est très connue dans la francophonie, qui vraiment est extraordinaire. Alors, on a de la place pour les plus jeunes maintenant de faire leur place avec des questions nouvelles, à partir de l'environnement, à partir d'autres problématiques d'aujourd'hui.